N'hésitez pas à vous avancer, messieurs, dames. Il reste des places au premier rang. Martha Güemes, entre autres. Ah, tu t'en vas? Ok. Ouais, ok. Alix, Louise, si jamais vous voulez prendre place, si vous êtes sûr de rester jusqu'au bout. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je ne sais pas si parmi vous, tout le monde est au courant de la thématique de la discussion. Vous allez vite le découvrir. En tout cas, vu d'ici, c'est vraiment une belle brochette. On s'est déjà vu hier pour faire un peu un échauffement, hein, je vous rassure, comme ça sera plus fluide. Je pense qu'il ne faut pas le rappeler, une des prérogatives de ce thématique, c'est la parité. Vraiment extrêmement bien représenté ce soir. Vu d'ici, c'est flippant. Mais en tout cas, bon. Peut-être que l'avantage n'ayant qu'un micro, je vais vous redemander, messieurs, si ça vous dérange d'être filmé et de passer sur les réseaux sociaux, car on a une régie incroyable en interne ici avec Logan Vergy. Et c'est normalement, tu confirmes, Logan, en live sur les réseaux sociaux. Tout s'en vient. Très bien, ok. On n'a qu'un micro. Moi, je suis censé ne pas parler, très honnêtement. Donc, et donc, il va falloir peut-être monter dans les graves et dans la puissance pour formuler vos réponses, vos débats animés. Et pareil pour le public. On fera peut-être passer le micro. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là sur la table, enfin le débat précédent, ou qui connaît la thématique du débat précédent? On m'a dit dans l'oreillette que c'était sur la motorisation électrique, une belle thématique. Petite transition sur le sujet qui nous concerne ici, avec une autre sorte de motorisation publique. Êtes-vous au courant de cette motorisation qui existe depuis la nuit des temps et autour de laquelle on va débattre au début avec nos invités, puis après il y aura, j'espère, des questions. Quelle motorisation? De quoi parle-t-on? De la propulsion par la voile, effectivement. Voilà. Bon, c'est pas un nouveau sujet, mais c'est quelque chose qui intéresse tous ces interlocuteurs-là. Je vais juste me présenter moi-même, et après, effectivement, on va rapidement plonger dans le sujet, parce que vous avez devant vous un plateau de choix, des gens qui sont pas n'importe qui, et qui vont en dire un petit peu plus. Personnellement, je suis un responsable commercial d'une entreprise qui s'appelle Dimension Polien. On produit des matériaux qui servent à faire les voiles de bateau. Donc on est indirectement concerné justement par cette propulsion vélique. Et qui de mieux placé en fait pour parler de ce sujet que les navigants eux-mêmes, des passionnés comme nous. Dimension Polluant, en fait, en deux mots, c'est le leader en termes d'innovation dans ces matériaux. Et on a depuis plus de 5 décennies, presque 60 ans, ce statut de leader en innovation et de proactivité pour fournir des matériaux toujours plus durables. C'est un des termes qui va nous concerner sur cette discussion. Et ce, depuis très longtemps. Il y a des exemples qui pourraient déjà attester de tout ça par le passé, avec des grands événements comme le Vendée Globe, avec des victoires sur ces tissus à l'époque qui étaient déjà très novateurs, tissés dans un premier temps, puis composite, et plus récemment filamentaire, la Coupe de l'América. Donc ça remonte à longtemps. Personnellement, moi je suis dans l'entreprise depuis bien moins longtemps, et aujourd'hui on va plonger dans des exemples beaucoup plus récents de mon vécu, et qui ont retenu mon attention sur ces dernières années, pour réactualiser toujours et encore en fait, ce statut d'entreprise qui veut toujours fournir et être à la hauteur de cette durabilité. Donc on va réactualiser tout ça au travers de ces témoignages. Donc devant vous, vous avez un plateau de choix effectivement très éclectique, dans le sens où chacun, par leur expérience de nav, accompagné de leur binôme voilier, vont retracer leur dernière expérience significative de navigation avec toutes les technologies dont je viens de parler, du tissé, avec des métiers à tisser qui tissent toujours, très techniques, des composites laminés et plus récemment des matériaux filamentaires très haut de gamme qui prendront sûrement la relève de cette durabilité dans les années à venir. Donc sans plus tarder, messieurs, qui se sont placés gentiment par
binôme voilier et navigant. On a révisé hier, c'est normal, sinon ils auraient été dans le désordre total, parce qu'on a commencé comme ça. Et donc on va faire passer le micro du coup de binôme à binôme en répondant très succinctement on va donner la parole au navigant sur le projet, l'ambition du projet, le nombre de milles réalisés, donc un compteur en milles nautiques, et puis la transition, comment avez-vous choisi votre petit binôme voilier qui selon moi est indissociable pour arriver à répondre en fait aux solutions pour mener à bien votre projet, et en finissant quand même par peut-être le voilier sur le tissu en question, parce que la nature du tissu, c'est laminé, et pourquoi pas le petit nom, pour que l'audience en sache un peu plus sur ces couples, voire ces triples d'interlocuteurs. Alex? Ouais, on va faire ça dans l'ordre. Merci. Donc moi je m'appelle Alexandre Ozon et donc je suis avec la voilerie Jérôme, la voilerie Sarvoile. Donc moi le projet c'était de faire une carte Martinique et une Transcora, donc c'est en IRC. Donc nous alors c'est pas tout à fait comme mes collègues, c'est un petit peu plus au large. Nous c'est du large mais vraiment en gros pure compétition. Donc il faut aller chercher les secondes. Enfin bon bref, il faut attaquer un peu fort. Et donc il nous fallait un jeu de voile. Donc moi personnellement j'ai mon voilier depuis à peu près 20 ans, donc c'est lui qui s'occupe de tout. Donc moi, là-dedans, je ne choisis pas grand-chose. Et puis, ce qu'on visait et ce qu'on vise, parce que c'est en cours, là, on a fait qu'une étape, nous on vise à les gagner, quoi. Donc aujourd'hui, pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, pour l'instant, donc le jeu de voile qu'on a, c'est du tir à plague. Donc peut-être que vous avez déjà vu, il y a un petit tyrannosaure dans la voile. Et pour l'instant, moi j'ai 2000 milles au compteur avec ces voiles-là, et donc elles n'ont pas bougé. C'est des profils qui sont très bloqués, des voiles très fermées. Donc c'est un peu ce qu'on cherche parce qu'en fait, c'est de la performance pour le bateau. Donc moi en tout cas, personnellement, je suis très content du choix de voile qu'a fait Jérôme, parce que c'est quand même lui qui a l'initiative de tout ça. Et puis voilà, là le but c'est de traverser l'Atlantique. Enfin, pour l'instant le bateau est à Madère, mais c'est de traverser l'Atlantique et puis de finir devant. Donc, et puis comme moi je suis en solitaire et qu'on court contre des binômes, normalement on peut aussi finir par les binômes, ça peut se jouer, quoi. Donc ça c'est le projet, voilà. Merci Alex, sans plus tarder, on bascule vers Lionel. Ouais, bonjour à tous. Nous le projet il est fini, mais le cahier des charges c'était que le bateau puisse faire une saison d'entraînement plus un tour du monde en équipage. Ce qui représente aujourd'hui le compteur, puisque tu voulais des compteurs, donc les voiles qui sont à bord ont 45 000 milles, ce qui a fait un tour de l'Atlantique plus un tour du monde. Et il fallait que ça tienne ça, parce qu'on n'avait pas le budget pour faire des voiles d'entraînement, puis des voiles pour la course, et ni les moyens de les péter en route, puisque dans le cahier des charges de la course, la mise en voilerie à l'escale, c'était pénalité. Donc en même temps, il fallait que ça fasse du début jusqu'à la fin. Donc on a choisi... Pour ça, suite à mon expérience avec le bateau de VDH sur le Tour du Monde en solitaire sans escale à l'ancienne, le même tissu qu'on avait mis sur son bateau qui était le Pro Radial, pour que ça puisse et rester performant et être durable. Et c'est encore durable parce que les voiles sont toujours à bord, elles sont toujours pas retournées à la voilerie. Merci monsieur le voilier. Bonjour, Brieux. Donc moi j'avais monté une activité de charter avec un catamaran assez sportif, un TS5, et qui est plutôt un bateau typé bateau de propriétaire plutôt que bateau de charter. Donc ma problématique c'était réussir à la fois pouvoir faire avec le même jeu de voile, parce que je suis un peu feignant, démonter une grand voile sur un bateau comme ça c'est quand même un peu de temps, et quand on bosse seul c'est pas toujours évident. Donc avec le même jeu de voile, être capable de faire à la fois de la croisière, de la course, avoir un bateau performant, et comme j'avais financé les voiles avec le bateau, il fallait pouvoir amortir les voiles sur la même durée que le bateau, c'est-à-dire 5 ans. Donc c'était un sacré challenge. Et puis, question durabilité, déjà, pour être durable, le premier truc c'est aussi pas aller chercher ses voiles trop loin. Donc il se trouve que étant de Granville, je connais Eric depuis 50 ans, on a eu les mêmes petites amies. Je crois. T'es sorti avec Carole, quoi? Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc il y avait une logique, et et puis il fallait aussi d'un point de vue marketing que les voiles soient noires,
parce que c'est imposé par les brokers quand vous voulez louer des bateaux à des anglo-saxons pour aller faire de la course. Donc le cahier des charges était complexe et Eric et indirectement DP a très bien répondu avec le tissu qui a été choisi à l'époque. Et l'objectif a été atteint puisque ce jeu de voile a fait 60 000 milles. Il a traversé 6 fois l'Atlantique et 3 saisons où le bateau a navigué 300 jours par an, quoi. Donc c'était parfait. Oui, et en plus le jeu de voile a été un peu martyrisé. Pour bien commencer, on s'est pris le mât sur le nez, donc voilà, il a fallu réadapter le jeu de voile à un mât en aluminium. Enfin bon, ouais, du GP Light. Ah oui, ouais, même plus fort que le mât carbone. Hein. Le contentieux est fini. Voilà. Bonjour Philippe. Et donc moi le projet c'était ça a été fait, on a fini au mois de février dernier. C'était donc le tour du monde sans solitaire et sans escale, hein, complet. Donc les voiles ont fait 27 000 milles. C'est du DCX. Alors je dis c'est parce que elles sont toujours en parfait état. C'était X voiles, les révises et on me dit elles sont toutes neuves, tes voiles, il n'y a rien à faire, donc ça me va bien. Pourquoi du polluant, pourquoi des DCX et là c'est une histoire qui va se répéter. Moi c'est surtout X-Voile, hein, et là vous aussi apparemment il y a une histoire avec etc. Stéphane de chez X-Voile m'a proposé du DCX, j'ai fait mes recherches, j'ai travaillé, donc ça m'a bien plu. Il m'aurait dit autre chose, il m'aurait convaincu, etc. J'aurais certainement pris autre chose aussi, quoi, hein. Donc c'est vraiment un côté confiance avec son voilier, avec les voiles, etc. Voilà un peu l'histoire. C'est une belle aventure. Entre nous, pas seulement le tour du monde. Bonjour, moi c'est François. Donc, nous on est trinômes en fait, hein, avec Stéphane. Donc moi c'est donc le même projet que Philippe, c'était une course tour du monde en solitaire sans escale, un Global Solo Challenge. C'est terminé février-mars. Donc le choix des voiles, il était dicté d'abord par moi c'est pas mon métier, hein, de faire de la course, même si on est vite taquiné quand on est à côté d'autres bateaux pour essayer d'aller plus vite, mais c'était surtout de faire le tour et d'aller jusqu'au bout, donc l'impératif de longévité a pesé assez lourd dans le choix, et donc j'avais aussi des voiles, on s'est pas du tout concerté avec Philippe, on se connaissait même pas d'ailleurs, et exactement le même tissu du DCX. Alors évidemment on a été conseillé par les mêmes, hein, parce que à X-Voile, avec Jean-Yves, moi surtout, avec qui j'avais préparé ça, et Stéphane. Et donc toutes les voiles plates sont en DCX et c'est pareil, hein, j'ai fait avec un peu plus de 30 000 milles, avec la préparation, la qualification et tout ça. Et elles sont, il n'y a rien à refaire dessus, elles sont vraiment en très bon état. On peut repartir pour une transat la semaine prochaine s'il faut, avec le jeu de voile, sans y toucher. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Valdo, je dirige une école française de croisière, Challenge Océan. Alors je suis navigant par défaut, mais surtout armateur. Donc moi, ma problématique, j'ai 3 bateaux de 67 pieds. On navigue toute l'année, on fait entre 15 et 20 000 milles nautiques par an. Et donc, à un moment donné, oui, la propulsion vélique, elle se pose en moyenne tous les 7-8 ans. Donc on est à la fois dans une réalité économique, on n'a pas de sponsors, les sponsors sont nos clients qui embarquent, qui payent à la banette, soit pour faire des transats, soit pour aller en Écosse, aux Açores, plus si affinité, New York aussi. Donc on est dans une problématique économique, et pour ça, il y a un moment donné, en effet, des gens dont c'est le métier, même si je sais où est l'avant et l'arrière d'un bateau, au niveau des voiles, des tissus et autres. Antoine, avec qui je travaille depuis 12-13 ans maintenant. Donc on délègue, on fait un cahier des charges. J'aime bien comprendre, donc bien évidemment j'ai suivi tout ça, parce que quand vous faites 2 jeux de voile de bateau de 67 pieds, il y a une réalité économique, et puis il y a aussi, c'est un peu Papa Noël qui passe, quoi, au moment où vous faites livrer, hein, 2 jeux de voile en côtre. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7 voiles par bateau.
Trinquette, Yankee 1, Yankee 2, Yankee 3, Grand Génoise, Piassi, et GV. Donc ça va faire 5 ans. Grosso modo, on a fait 65 000 milles nautiques avec. Elle passe sur le plancher 2 fois par an, révision. Et globalement, on est dans les clous de ce qu'on s'était fixé, c'est-à-dire à minima 7 ans. Mais je pense que si elle continue d'être bien menée, c'est du pro-radial. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas 10 ans. C'est un Volvo 60, mais on n'est pas encore chez DP. Oui, depuis quelques mois. Oui, mais ça, ouais, je pense que je serai à la retraite quand encore 2 ans. Dans 2 ans, je suis censé passer la main, donc. Mais on ne sait jamais. Voilà. Ah pardon, le dernier. Ouais, donc moi j'ai pas de binôme, j'ai pas de trinôme. Je suis à la fois coureur, designer et voilier, donc c'est moi qui dessine mes voiles. Et je cours un petit peu sur le même programme qu'Alex, c'est-à-dire des transats en solitaire. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça aille vite. En solitaire, ça veut dire que les voiles sont quand même mal menées. Donc que ce soit léger, que ça aille vite, qu'elle soit performante au niveau design, mais ça je m'en charge. Mes voiles, elles ont donc j'ai pris du Tira. On a commencé à travailler sur les Tira avec Dimension Polyane déjà depuis quelques années avant que ce soit un tissu de série. On a validé le dernier jeu de voile pour la Transat qui était parfait. Maintenant je suis à 10 000 milles avec, presque 10 000 milles. La grand voile, donc j'ai fait deux allers-retours. Donc après ma Transat, je suis revenu avec. Le génois, je l'ai passé un petit peu sur le plancher, mais il y avait quelques patchs à mettre autocollants. Et puis le de latte a changé. Et sur la grand voile, je n'ai même pas été sur le plancher avec. Elle est encore nickel. Donc vraiment, alors j'avais un peu surgrammé pour être sûr du coup, donc pour vraiment mettre encore beaucoup plus léger que ce que j'ai fait. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment que les volumes soient stables, que le tissu soit stable, que les volumes soient stables. Et franchement, c'est ce que on en a parlé hier, jamais j'ai eu des voiles aussi stables. Après tous ces milles, et tu en ai mis quand même plein sa gueule. Eh bien, les profils sont nickel, sont encore super bloqués. Comme je disais hier, j'ai perdu 2 lattes sur le génois, et bien que les lattes ne soient plus là, le profil, même sur le banc de fuite, était vraiment sont encore parfaits. Donc vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur le tissu. Voilà, faut continuer comme ça, j'ai rien à dire. C'était performant et solide. Ok, bon, top. Bon, comme vous le voyez, on couvre plein de technologies, des profils vraiment très différents. C'est un peu fait exprès, mais en même temps, ça représente bien le challenge que ça peut être pour un maître voilier. On va peut-être leur donner un tout petit peu la parole avec la première question qui vous concerne en tant que binôme. Donc, levez la main, ça sera plus rapide. Finalement, comment vous avez reçu ce projet pour rentrer dans ce cahier des charges d'une voile durable? La question étant, qu'est-ce que pour vous, voilier, et aussi pour le coup accompagné de votre binôme, qu'est-ce qu'une voile durable, et notamment sur ce projet, quoi? Vous levez la main si ça vous inspire, bien sûr. Oui, merci. Oui, bonjour à tous. La durabilité, c'est en fait un critère à plusieurs niveaux. En fonction d'un programme, effectivement, un tour du monde, voire plusieurs d'affilée, des transats à répétition et autres, on va avoir besoin de voiles qui soient fiables, dont on soit sûr de pouvoir les utiliser pendant l'ensemble du programme du bateau. En ce qui concerne un programme comme celui d'Alex ou celui d'Hervé, il y a une notion de performance qui est primordiale sur l'ensemble du projet. Pour autant, pour un régatier, il est très rare qu'on fasse un jeu de voile pour un one-shot, une régate d'un week-end et autres. Et donc le critère de durabilité il me semble, en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent chez nous, pour des programmes de ce type-là, c'est d'avoir un jeu de voile dont les performances soient durables. Et de façon à ce que la voile soit performante entre le début de la transat et les derniers bords, où parfois ça se joue à quelques secondes,
et que le coureur soit confiant sur sa capacité donc à affronter donc la concurrence jusqu'à la fin, mais pourquoi pas aussi donc sur un régatier normal qui vient faire ses régates le week-end et autres, qu'il ait la capacité à préparer son bateau en début de saison avec un certain nombre de réglages qui interviennent dans les performances, les voiles, mais tous les périphériques qu'il y a autour, et qu'il ait la capacité donc à terminer sa saison avec les mêmes réglages, des voiles qui correspondent à sa façon de naviguer. Ça aussi, c'est un critère donc, de durabilité qui, il est évident qu'il faut que les voiles durent toute la saison, voire plusieurs, mais il faut qu'il ait confiance le jour du départ de la 22e régate donc, du jeu de voile, qu'il est à 100% de sa capacité donc, de performance. Il a investi de l'argent dans un jeu de voile pour gagner quelques secondes par régate, et il sait qu'au terme de son programme de régate, il aura tout autant de chances d'être performant avec des voiles de qualité, des matériaux qui répondent donc à les sollicitations qu'un régatier de ce type-là va donc transmettre à ses voiles. Du coup, tu parles de perf ultime. Alex, en 2 mots, ton ressenti de perf par rapport à ça, est-ce qu'il a bien répondu à ta demande? En fait, ce que vient de dire Jérôme, c'est que si on n'a pas confiance dans les voiles, comme dans le bateau, comme tout le matériel qu'on a à bord, on ne pourra pas tirer dessus. Et aujourd'hui, bon, les résultats que j'ai fait avec ce jeu de voile là, c'est qu'on peut tirer dessus à fond, il inspire confiance. Et clairement, entre un coureur qui ne pourra pas tirer sur son matériel et l'autre qui pourra tirer dessus, après il y a les bonhommes, mais ça change tout, quoi. Moi, je me suis pas posé la question si je pouvais tirer dessus ou pas. Je veux dire, j'ai fait quelques essais à La Rochelle, d'entraînement avec notre groupe d'ici. On a vu que ça se passait bien. Jérôme est venu faire un essai avec moi, il m'a expliqué 2-3 petits réglages différents que ce que j'avais l'habitude de faire. Et là, sur la Transat, bon, on a eu 1 ou 2 passages un peu forts, enfin, surtout sur la première que j'ai pas fini moi, mais et puis bah, du coup, on se pose pas de questions et on peut attaquer. Et là, ça change vraiment tout, quoi. Quand on a confiance en le matériel, on sait que le tissu va tenir, etc. Ça change, enfin, la physionomie de la course, ça n'est pas vraiment changé parce que on peut vraiment attaquer en toute confiance, sans se poser de questions, et ça change vraiment la course. Et d'ailleurs, c'est ce qui est passé parce que mon résultat était quand même assez sympa, et c'est parce que j'avais confiance sur les tissus. Donc on a cette notion de durabilité dans le temps et clairement associée, même indissociable, de la performance, de la durabilité de la performance dans le temps pour des projets vraiment très, très haut de gamme. On reste dans le domaine de la course avec Lionel et Florent. Sympa ce petit format de course, l'OGR, qui reprend le format de la Whitbread, donc ça réutilise des bateaux existants. Et tu disais en intro, dans les règles de course, une pénalité aussi sur la réparation des voiles, même aux escales, hors du bateau. Peut-être tu peux conclure sur en fait, ta perf à toi, et Flo, ton ressenti sur ok, il faut absolument que je fasse une voile qui soit performante mais qui ne lâche pas, même qui essaie d'être réparée entre les escales, en 2 mots. Alors, du coup, oui, il y avait donc cette notion de ne pas être pénalisé du coup pendant les escales à cause des réparations que tu aurais eu à faire. Donc du coup, il y avait aussi le problématique du polyester qui était obligatoire sur cette jauge-là. On ne pouvait pas partir sur des tissus autres. Donc on pouvait partir sur du dachrome basique. On est parti sur du ProRadial avec une coupe orientée qui a donné du coup une forme à la voile pour durer dans le temps, ce qui a permis du coup sur la dernière étape à ce qui marche plutôt bien. Il a réservé un petit peu, voilà, garder du pied, la pédale sous le pied pour bien terminer sur la dernière étape avec un jeu de voile du coup qui a tenu jusqu'au bout. Et du coup, voilà, on a fait une petite navigation, t'étais présent avec nous, et la grand voile, elle est partie, elle a un beau profil. Le Génois, bon, il a morflé un peu sur la chute, mais bon, c'est qu'il a navigué beaucoup au portant aussi pour éviter de faire du suie. Donc voilà, avec des bateaux qui roulent au portant dans les mers du Sud, donc je pense que le Génois a morflé un petit peu par rapport à ces conditions. Mais sinon, voilà, le ProRadial, la traquette, elle a super bien tenu. Voilà, vraiment content du ProRadial dans la longévité. Ouais. Oui, comme tu disais, il fallait qu'on ait confiance dans nos voiles, parce qu'en plus, c'était de l'équipage. L'équipage, c'était pas des professionnels. Hein, donc, si on a bien marché à la dernière étape, c'est qu'ils avaient déjà quasi tous 3 étapes dans les pattes. Donc, tout le monde savait un peu mieux barrer et régler. Et donc, au début, il fallait que ces voiles, elles supportent tout, le meilleur comme le pire. Et de temps en temps, il y a eu du pire et elles ont tenu, quoi.
Donc c'était aussi ce dont on avait besoin. On reste juste dans la régate avec du coup la perf par résultat aussi, et puis probablement le choix du tissu là qui est un compromis, toujours une histoire de compromis, pardon. Et donc, Du coup, moi, je suis assez fier quand même d'avoir eu 2 coureurs qui font le tour du monde en solitaire et sans escale. Donc nous, le choix du tissu, ça a été d'abord quand même garder de la performance parce que ça reste une course, ça c'est important. Donc de faire un tour du monde, il faut savoir que il n'y a pas d'escale prévue, donc il faut que ça fasse le tour. Donc ça a été le cas pour ces 2 coureurs qui m'ont donné entière satisfaction, puisque les 2 voiles sont venues entières, et ça c'est une chance. Donc nous on est fiers d'avoir fait des voiles sur un choix de tissu peut-être un peu osé pour certains parce que c'est du laminé, et le laminé on sait qu'il y a une possibilité de délaminage puisque les voiles peuvent se décomposer, mais connaissant très bien le tissu, on était assez confiant sur ce matériau. Le résultat, il est quand même premier pour Philippe et 5e pour François, qui sont les 5. Il n'y a eu que 5 coureurs à finir sans escale sur 17 participants au départ, avec un tour du monde quand même, donc des conditions souvent difficiles. J'ai rajouté une petite anecdote là, parce qu'on en parlait tout à l'heure dans l'introduction. En fait, ça fait plus de 50 ans que VP fournit des fichiers à voile, et en allant creuser un peu dans le passé, on a ressorti des vieux posters au travail là, et notamment des coureurs équipés en tissu, début du laminé pour les Vendée Globe 96-97, et en discutant effectivement, je cite la voile X Voile qui est là, avec déjà au compteur, finalement en y repensant, un vainqueur de Vendée Globe sous forme de voile à panneaux tissés. Donc finalement c'est pas nouveau tout ça. C'est bien de le remettre au goût du jour avec les nouvelles techno, parce que ça reste une des 3 courses qui existent en mode solo autour du monde sans escale. Donc t'as le Vendée, t'as la vôtre, et puis t'as la GGR. Donc et beaucoup de temps s'est écoulé. Je sais pas où t'étais, Steph, en 96. T'étais pas en voilerie, mais ouais, c'est bien de le remettre au goût du jour, quoi. Après, les autres projets qui sont sur du charter ou l'hybridation avec des courses aussi, tu as déjà pas mal parlé, Valdo, et toi aussi, sur l'amortissement, tu vois, par rapport à la durée de ton projet, Valdo aussi. Un petit commentaire sur la presta en fait, que vous proposez sur en fait, l'attrait d'un jeu de voile performant. Alors comment tu le quantifies un petit peu, peut-être 2-3 anecdotes, on parle de 2-3 anecdotes qui te permet en fait de le valoriser au-delà du fait qu'il est en qu'il soit en très bon état. Ça te parle. Et puis peut-être qu'il faut qu'Eric aussi en parle un petit peu de ce petit projet si jamais. Je pense que déjà une des problématiques pour Eric, je parle à ta place, mais on a fait quand même pas mal de classes Europe, de classes 40 ensemble, et de classes Europe, mais bien avant. Il sait que j'aime bien plutôt naviguer un peu dans le haut de range des voiles, donc il faut des voiles un peu costauds, quoi. Donc je pense que sur le grammage, qui n'était pas les de main morte, et ce qui est parfait aussi, puisque on a couru en 2022 avec des voiles qui avaient déjà 3 saisons, et le bateau est resté très performant. C'était pas des grandes épreuves, mais on a gagné les voiles de Saint-Barth contre des concurrents prestigieux avec nos voiles qui avaient des heures de vol. Non, après la durabilité, là on a des projets courses où on parle de secondes, des projets EGR où il y a des idées de pénalité ou des choses comme ça. Moi je rebondis plutôt sur la partie charter où la pénalité en fait elle est économique. Les bateaux, il faut que ça tourne, il ne faut pas qu'ils restent à quai. On a la même problématique aussi sur certains sujets de cargo à voile où on a vraiment des bateaux qui sont des outils de travail et il faut vraiment que ça tourne, quoi. On est dans de la perf parce que il faut que les bateaux fonctionnent, mais on est aussi sur la durabilité à peut-être pousser un peu plus loin, un peu moins, en changeant un peu le curseur. Je crois que c'est vraiment ça, c'est réussir à déterminer à chaque fois bien cahier des charges avec le client
de savoir où on va, sur la durabilité, sur le projet, sur le prix, parce que on a plusieurs solutions, c'est souvent des compromis, et c'est la durabilité, elle se construit, je dirais, dans la relation avec les deux, entre le client et le voilier. C'est beau, et c'est vrai. La durabilité du binôme, quoi. Un binôme durable. Et alors ça, vous avez des bonnes têtes pris par binôme, là. Ça fait plaisir à voir. Sur ces expériences un peu hors normes, là, tu parlais de cargo, c'est con, j'aurais bien aimé que ce soit l'ouverture du débat, mais bon, on est dedans, trop tard. Justement, moi je me posais la question, comment tu t'appuies sur ces projets, enfin comment vous vous appuyez sur ces projets un peu hors normes qui ont été validés avec succès, d'un point de vue technique, les voiliers, les maîtres voiliers, comment vous utilisez cette expérience pour peut-être orienter votre approche marché, c'est-à-dire le gros de votre business, équiper des voiles de bateaux des projets tout venants. Est-ce que vous appuyez sur ces petites victoires, ces jolis retours pour faire évoluer votre technicité ou votre approche du marché? Steph, peut-être sur le DCX, sur cette historique de matériaux que tu maîtrises, peut-être, ou n'importe qui par rapport à un matériau qui aurait ouvert des perspectives, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, là je prends ma casquette de designer, c'est que dans notre choix de tissu, peu importe le programme, que ce soit course, que ce soit charter, que ce soit croisière et autres, sur le choix du tissu, il faut que l'on choisisse en premier le type de fibre. Donc le type de fibre, ça peut être du Pentex, ça peut être du Spectra, ça peut être de l'aramide, ça peut être du polyester, etc. Il faut que l'on choisisse le type de construction. Est-ce que l'on veut du tissé? Est-ce que l'on veut du laminé? Il y a des hybrides. Et puis après, le type d'assemblage. Est-ce qu'on veut de la coupe horizontale, cross-cut, ou est-ce qu'on veut du triradial, voire du biradial, etc. Et ce sont ces trois critères-là, dans un choix quand même très important de tissu, qui font que la voile va être en accord avec le programme. Performance, durabilité, puis aussi le côté économique. Mais c'est ces trois choix, quand les clients viennent nous voir, je fais de la course, je fais de la croisière, nous, il faut qu'on choisisse fibre, le type de construction et le type d'assemblage. Et c'est ces trois choix-là qui fait qu'on est dedans ou pas, quoi. Je sais pas si j'ai résumé un peu le truc. Du coup, est-ce que sur ton appréhension tissu, sur des gammes nouvelles, la manière dont tu le vulgarises et que tu le proposes à ta clientèle, en fait, comment tu arrives à t'appuyer sur ces projets? Je sais que tu fais des voiles de mini, tu fais des voiles de course, la manière dont tu peux évoluer sur ton métier, quoi. Est-ce que tu t'appuies sur ces projets-là? Est-ce que tu as un exemple en particulier? Je ne sais pas si la question est bonne non plus. Non, mais nous, à la voilerie HSD, on a l'habitude de faire des voiles plutôt hauturières, comme le mini beaucoup, l'IRC, le Figaro et autres. Donc c'est uniquement un retour d'expérience, hein. C'est-à-dire qu'on valide, comme je cours en même temps, tout ce qui est un petit peu touchy, je l'essaye. Comme ça, je suis sûr que si j'arrive à le valider, je peux le décliner pour les clients. Je me permets pas d'aller trop loin sur des voiles de clients, mais moi je les essaye, puis c'est sur un retour d'expérience, hein, sur les mini. Ça fait quand même de nombreuses années que je fais des voiles de mini, on a gagné quelques transats en mini, et c'est sûr qu'on essaye de faire les voiles les plus légères en dacron ou pas. Et là, c'est validé ou pas, mais jusqu'à présent, je touche du bois, mais aucune voile n'a cassé du bois en mini. Donc c'est uniquement un retour d'expérience qui fait qu'on valide ou pas, et puis on l'essaye sur des produits un peu différents comme le Tira. On a eu l'occasion d'essayer ça sur quelques bateaux, voilà, c'est validé. Merci pour ce retour d'expérience, j'en profite pour placer ça aussi, parce que nous ça fait aussi l'intérêt du métier, on apprend en même temps que vous. Sur cet aspect de collaboration, il y a deux projets qui sont plus à portée économique proprement dite. Valdo, est-ce que tu arriverais à nous parler, ou avec ton maître voilier à côté qui n'en a pas placé une, sur l'importance sur le binôme durable
sur 5, 7 ans, voire plus. J'imagine qu'il n'y a pas que la confection des voiles, il y a le suivi. Il y a aussi des points sur lesquels il faut faire un suivi. Je pense que votre projet, c'est celui qui met ça le plus en lumière, quoi. D'un point de vue même économique, hein, s'il balance des chiffres, hein, ça m'intéresse. Bah, tu dis les voiles, il y a le suivi, mais il y a aussi, dans le cadre du projet qu'on a fait avec Valdo et Challenge Océan, il y a l'avant, où avant de faire des voiles neuves, on a entretenu pendant quelques années les voiles existantes des 2 bateaux, et jusqu'au moment où s'est posé la question de l'intérêt de faire des voiles neuves. Donc la relation de confiance et de pourquoi on a travaillé ensemble, elle démarre avant sur une activité de service et d'entretien. Et puis après, dans le projet de Valdo, donc c'est charter, mais c'est aussi une école. Donc il y a à bord des clients qui n'ont pas forcément tous les mêmes expériences et les mêmes niveaux. Donc il peut y avoir des fausses manœuvres, il peut y avoir plein de choses qui font que les voiles, il faut qu'elles soient résistantes et durables. Et puis il y a aussi le côté commercial où il faut que ça présente bien. Le client qui paye sa banette pour une transat ou pour 4 jours en côtier, on est tous pareils, il aime bien avoir des belles voiles à bord et que ça présente bien, quoi, être sur un bateau qui est entretenu et que ça se voit, quoi. Après les chiffres, je sais pas, tu veux des chiffres combien tu gagnes? Ouais, je gagne 1 million par an, mais bon, ça va. Non, combien ça coûte? Le tarif jeu de voile et la révision annuelle. Ouais, jeu de voile, c'était en 2019, donc c'est un peu has-been. Et puis on avait un deal, c'est que comme ça on mettait le pied à l'étrier sur les grands bateaux. Bon, bref, on va pas entrer dans le détail. Je crois que t'as vendu tes tissus aussi un peu moins cher. Non, je sais pas. Non, ce qui est important, c'est quand même les voiles, elles passent 2 fois par an sur le plancher. Hein. C'est clair, la saison Europe, elle est de avril à fin octobre. Et l'hiver, novembre, mars, ça transat, ça Caraïbes et ça revient. New York, c'est mai-juin. Donc 2 fois par an, ça passe sur le plancher. Financièrement, finalement, en tout cas jusqu'à maintenant, honnêtement, pour ces 2 bateaux-là, je vais vous dire quoi, elles sont maltraitées, les clients, ça en panne, n'importe comment, les empannages chinois, les cocotiers sur les spies, enfin voilà quoi, tout ce qu'on déteste hein, quand on est armateur ou même navigant. Je vais vous dire qu'on en a pour entre 3 et 4 000 euros annuels, ce qui reste paradoxalement peu, rapporté au nombre de 1000. Là, il y a un bateau qui part début novembre sur l'Arc. Il était aux Açores cet été, on avait un capitaine dont je tairai le nom qui faisait un peu de la merde, qui prend des risques sans cravater, donc il laisse ça en tension sur le riz, donc du coup fatalement le renfort il prend, donc c'est à peu près tout ce qu'on va avoir à faire. Renfort riz 2, toutes les voiles d'avant, il y en a déjà qui sont passées, je sais même pas si j'ai eu une facture, parce que des fois elles passent sur le plancher, mais on paye rien. C'est ça qui est sympa avec la durée. C'est un contrôle. Non. Alors, en gros, allez, 5 à 10% potentiellement, admettons, sur ce. En étant grossi un peu, 5% peut-être du tarif de la voile par an. Ouais, 2 à 3, 4, 1. 2. Moins. Ouais. Alors, en fait, le ratio, c'est plus pour donner la parole à qui veut. Monsieur, madame, tout le monde qui veut un jeu de voile et durable, finalement. Si on peut retenir quelque chose, comment qu'on fait quoi? On ne fait payer qu'une fois au début, et puis après, comment ça se passe si on doit garder le pourcent en tête pour que ça dure longtemps et qu'il s'y retrouve ou elle s'y retrouve? Je sais pas, quelqu'un veut prendre la parole sur un sujet qui quand même est... Certes, et donc ça impose d'avoir un suivi peut-être pour voir effectivement peut-être. Ouais. Toutes les voiles sur les bateaux de croisière, en fait, au bout de 2 ans, la révision elle est forcément gratuite.
et on les invite à venir pour voir un petit peu alors. Ouais. Non mais toi tu as des mains entre les deux, alors ça compte pas. Hein. Non mais ça permet de voir comment ça vieillit. Et donc de faire un retour et de modifier une prod avant d'échanger sur quelque chose qui bouge ou de voir. Voilà. Et ça je trouve que c'est un retour plutôt intéressant. Voilà. Et ça donne un peu l'habitude aux clients de revenir et de les d'avoir un suivi. Quoi. S'il y a des technos, on parlait de des commentaires, il y a des technos qui les experts dessus plutôt, c'est pas. Non, parce que si c'est bien adapté au programme, tout va bien. Par contre, des clients maladroits, ça, il y en a pas mal. Et ça, quelle que soit la techno, ça finit mal. Voilà. Il y a quand même des anecdotes qui étaient un peu plus fun hier après 2-3 verres de bière, mais Valdo, il a plutôt dit qu'en fait, c'était ces marins hein, qui lui causaient des angoisses sur l'utilisation des voiles plus que les navigants. Mais bon, voilà, c'est filmé, c'est sur les réseaux. Est-ce que vous êtes fier en tant que voilier de coureurs, là, ceux qui font des belles perfs, et puis est-ce que vous utilisez ça auprès de votre clientèle pour dire, bah, t'as vu, un tel a fait une super perf, bah, prends la même chose, quoi. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui, ce raccourci peut être facilement utilisable ou pas du tout? Bien sûr, quand on met en avant des résultats sportifs qui sont probants, des victoires, des transats ou des championnats normaux, mais également, pourquoi pas, des histoires d'un couple qui a 55 pieds, qui a passé 2 ans dans les glaces, à naviguer dans des conditions terribles, et qui revient et qui effectivement amène ses voiles pour la révision et on ne sait pas quoi faire sur les voiles, histoire de justifier une intervention. Bon, bien sûr qu'on va citer toute réussite un peu exceptionnelle, quel que soit le programme. Rajouter grand chose là-dessus. Oui, il y a des retours directs. Hein. On a fait un RM 1380 à Granville avec un client qui connaît bien Brieux. Quand je lui ai dit que Brieux avait fait 60 000 milles avec du GPL, bah, il s'est dit lui, il pouvait en faire au moins 100 000. Quoi. Alors, je pense que tous les voiliers sont assez fiers d'être représentés par toutes sortes de navigants, hein, que ça soit de l'amateur et que ça soit juste pour le plaisir. Et c'est sûr qu'on a tous la même philosophie de faire la voile avec le tissu qui correspond à votre utilisation à tous les niveaux, quel que soit le niveau. Donc tous les voiliers sont dans le même sens. C'est sûr qu'on cherche à faire le mieux qu'on veut, le mieux qu'on peut. Je suis très fier de Valdo. Ok, top. Petite question concrète directe pour les navigants. Il y a un dénominateur commun à part ceux qui ont coulé leur bateau entre-temps. Vous les vendez, vos bateaux? Enfin, oui, quasiment tous, pas encore. Vous vendez vos bateaux. D'ailleurs, il y a Lionel qui a demandé si on n'avait pas un petit support pour mettre ses panneaux à vendre. Son bateau, l'équipe étant dans le bassin des Grands Yachts, devant les bars, justement, pour essayer de vendre. Il a listé un peu les points, rénovation, 2024, machin truc, OGR. Et je lui ai demandé s'il comptait mettre en avant le fait que ces voiles soient en parfait état, en état de naviguer largement, sachant que ça coûte cher, en fait, les voiles, par rapport au bateau. Et un bateau sans voile, un bateau avec voile, ça change quand même beaucoup. Et une motorisation, pareil, je sais pas, d'une bagnole, on est relativement fiers de l'état du moteur. Si c'est pas le cas, ça change tout. Ouais, franchement, prenez la parole pour nous dire déjà comment vous allez vendre ça en fait, parce qu'il va falloir le citer, quoi, c'est sûr, pour gagner du pognon. Tout en dernier, peut-être. On savait pas que ton bateau à vendre d'ailleurs. Bah oui, c'est un avantage hein. Pour l'avoir acheté avec des voiles pourries et avoir 8000 milles à faire pour le ramener à la maison, j'aurais préféré avoir celle-là pour le ramener. Quoi. Donc c'est sûr que celui demain qui vient acheter le bateau, il va pas
Enfin, il va me demander, mais je vais lui dire oui, tu peux partir où tu veux demain avec ce bateau. Hein, oui. Donc oui, c'est aussi c'est durabilité plus, en fait. C'est le petit plus de chez DP, quoi. Alors, même si j'ai pas coulé, je suis exempté de répondre à cette question. De toute façon, c'est une question qui est posée, le moindre acheteur, il vient, et dans quel état sont les voiles, etc. Alors moi, je pars du... Alors, si c'est quelqu'un qui achète mon bateau pour faire la même course autour du monde en solitaire, je pars du principe que course autour du monde en solitaire, voile neuve, ça c'est clair. Par contre, il y a une ou deux personnes qui sont en train de visiter le bateau, et c'est un argument de dire, bah, là, il y a 3 ans de préparation, 3 ans d'entraînement, 3 ans pour faire un jeu de voile neuve. J'ai dit, ouais, non. Et là, les voiles sans problème pour les 3 ans. Je ne conseillerais pas parce que je ne conseillerais pas de partir encore une fois autour du monde, alors qu'elle le ferait peut-être d'ailleurs, parce que c'est un principe tour du monde en solitaire. Bon, c'est voile neuve. Mais elles vont faire les 3 ans d'entraînement, etc., sans aucun souci. Donc, mais il n'y a pas un acheteur qui ne pose pas la question, effectivement, quoi. Bah, pas très cher. Par rapport à pour avoir gagné, c'est pas très cher. Ouais, ça peut, même genre de réponse, hein, c'est-à-dire que effectivement, on vend le bateau avec les voiles et que les voiles elles peuvent naviguer pas mal de milles encore. Après, c'est le même principe, c'est-à-dire que si le bateau est vendu pour refaire un tour du monde, un même projet tour du monde en solitaire, de principe, moi je conseillerais de leur faire un jeu de voile complet. Après, il y a les contraintes financières, hein. Et du coup, il y a, je pense, quand même un certain nombre de voiles qui peuvent être conservées, et on peut les conseiller là-dessus, 3-4 voiles qu'il faudrait, je pense, raisonnablement changer, mais c'est pas une hérésie de repartir avec la moitié du jeu de voile actuel pour ce même projet, à mon avis. Combien? Moi j'ai 3 bateaux à vendre, donc 2 Challenge 67, un Volvo 60. Ils ont tous leur voile. C'est des bateaux de travail, donc celui ou ceux qui veulent l'acheter, ils continuent de bosser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'en racheter. Voilà. Le prix, alors chez le broker, les Challenge 67 sont à 348 000 €. Franchement, c'est que dalle pour 21 mètres. Chiffre d'affaires moyen, 150, 180 000 € hors taxe annuelle. Volvo, c'est un petit péché mignon, c'est moins cher. C'est du Kevlar, du carbone. Plein d'emmerdes, mais c'est un super canot. Part en transat cet hiver sur la Rorque, en équipage. Et ouais, 240 000, je l'offre. Faut aussi faire gaffe, non, je t'en prie. Faut aussi faire gaffe, c'est-à-dire que pour naviguer de temps en temps avec des clients qui ont des bateaux de croisière, voiles d'accron, et qui me disent oh mais ouais, elles sont encore nickel, impeccables, et là moi je monte dessus en tant que designer, c'est des sacs. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir une voile du jour au lendemain, elle va se dégrader, donc au fur et à mesure, elle se dégrade, on s'en rend pas forcément compte. Et là, pour nous qui sommes habitués à voir des voiles neuves ou à voir des voiles en bon état, quand le mec estime que ses voiles sont encore là nickel, il les vend avec son bateau à son nom, ces voiles, c'est des sacs et ça va défoncer. Et en particulier les voiles en accron. Donc il faut voir aussi, les voiles, elles se dégradent petit à petit, même si la structure polyester du accron tient encore. Ce sont des sacs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en attend, est-ce qu'on va faire une sortie à la journée au caca, on revient au programme là, comme on disait là tout à l'heure, pour faire la déballade ça va, si on va un petit peu perf, c'est même pas la peine quoi. Et si du jour au lendemain il reprend des voiles en accron neuves, il dit oh, putain je vais plus haut, plus vite au près, c'est génial, et là pourtant mes voiles elles étaient bien avant, bah ouais mais là elles sont neuves quoi. Donc il y a une différence là, quand même entre la structure qui tient, voilà, elle va pas se déchirer, mais finalement en termes de perf, en termes de plaisir, hein, c'est-à-dire que c'est même pas en termes de perf, c'est-à-dire que le mec à 15 nœuds il prend un riz, alors qu'avec une voile neuve il prend un riz à 20 nœuds, donc là voilà, c'est même pas uniquement en termes de perf, c'est en termes de plaisir, c'est quand même pas la même chose quoi. Et ouais, merci, du coup ça sauve une question, comme ça on va bientôt être sur les questions du public, c'est sur la quantification de la perf sur la croisière aussi, sans quantifiable, qui sont les places où effectivement ça peut être
la gîte d'un bateau, la minimisation des prises de riz, le plaisir qu'on prend tout simplement aussi à arriver plus vite ou aller plus loin. Je parle bon, expérience perso sur nos projets de nav en croisière. Donc effectivement, une voile durable, ça peut c'est un facteur important pour j'imagine tous les projets, quoi. Là j'ai une question, c'est quasiment pour résumer tout ça, mais je vais bien la lire et puis vous répondrez par oui ou non, quoi. Alors faites gaffe à ce que vous répondez du coup. Alors, une voile durable et performante est-elle, au bout du compte, le meilleur choix économique? C'est-à-dire, faut-il investir dans un matériau haut de gamme, durable et fiable à la base pour finalement, au bout du bout, être le choix le plus économique pour votre clientèle? Oui ou non? Oui. Oui, mais. Non, oui, mais en bon normand, oui, mais. Oui, bien sûr. Pareil, oui. La question ne se pose pas comme ça. C'est quoi le mais du coup? Il y a des compromis sur des très gros bateaux, par exemple, il y a des compromis possibles entre des tissus très chers qui vont tenir, qui vont bien fonctionner, ou dire on fait des voiles un petit peu plus simples, avec des tissus un peu moins haut de gamme, avec des durées de vie un peu plus courtes. Quand on est sur des problèmes d'amortissement, on n'est pas forcément sur le super haut de gamme. On peut avoir des voiles de compromis qui fonctionnent plutôt bien. Écoute, Eric, c'est toi qui avait. Merci pour ta réponse. Quand on parle de haut de gamme, c'est pas forcément la fibre le plus haut module. Ça peut être du haut de gamme sur un tissé, effectivement, sur ces contraintes-là. Moi, après, j'arrêterai là-dessus. J'avais envie d'ouvrir un peu le débat sur plus l'actualité, et tu l'as cité, qui concerne des bateaux fortement exposés à des contraintes et un marché qui me fait revenir au postulat de départ sur la propulsion vélique, qui est de plus en plus intégrée. Donc là, on l'a compris dans des projets à toutes les strates, que ce soit pour de l'école de croisière, où on cherche à former aussi, à utiliser la voile le plus souvent possible. Brié aussi qui citait, je parle de toi, qui citait le fait que ces voiles doivent être noires, doivent vraiment avoir du design, et puis aussi la sensation. Et pour le coup, ils vendaient ça. Il y avait même des clients, tu me disais, qui s'imposaient de ne pas utiliser le moteur pour faire le tour de la Corse, par exemple. Et c'est vrai que c'est aussi des petits plaisirs qui sont assez fins, quoi, et qui nécessitent d'avoir un bon moteur à la voile. Il y a aussi, bien sûr, la course. Hier, tu disais, c'est simple, c'est toi qui disais, c'est le moteur de mon bateau. Si je veux gagner, il faut qu'il soit le plus efficace et forcément aller aussi au bon endroit. Et si on peut aussi aller vers le fret maritime à la voile, c'est vraiment déplacer des matières, de véhiculer des matières par la force du vent. Et c'est vrai que c'est un sujet qui cause beaucoup, enfin qui interroge beaucoup en ce moment, qui cause beaucoup de soucis dans le bon sens du terme. Nous, en fait, chez Dimension Polluant, on sent qu'on a presque un devoir, tu vois, d'arriver à, si ça n'existe pas encore, à développer les matériaux qui seraient les plus adaptés pour ces marchés qui sont hyper porteurs dans tous les sens du terme. Donc on se sent presque, peut-être que mes collaborateurs ne sont pas encore de cet avis, mais presque redevable, quoi, étant depuis 5 décennies un peu partout, de pouvoir d'arriver à trouver le matériau magique s'il n'existe pas encore, quoi. Donc c'est vrai que ce transport maritime à la voile, il est assez excitant, et les voileries qui sont ici sont sollicitées. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner, tu vois, sur des sollicitations et un peu l'aboutissement de tous ces projets à taille plus humaine que vous avez pu faire en Vendée, c'est quelque chose d'énorme, et se dire ok, on part sur un gros bateau qui a des contraintes qu'on ne connaît pas trop, un cahier des charges dont on n'est pas sûr, mais voilà, on a envie aussi d'y aller, où on a des craintes. Si quelqu'un veut témoigner là-dessus, après sinon c'est pas très grave non plus. Je passerai le micro au public si jamais il y a des questions. C'est un sujet un peu casse-gueule peut-être. Ah, j'aime ça. Ouais.
Sail 1 qu'on avait fait, qui fait donc 25 mètres, et qui avait fait, alors ça reste un bateau assez facile, hein, il fait 150 tonnes en charge, 50 tonnes à vide, et on lui a fait faire 17 boucles atlantiques, c'est-à-dire 34 transats, 34 remontées, parce qu'ils font commerce triangulaire, Saint-Malo, New York, non, bah oui, c'est ça, Saint-Malo, New York, les Antilles, retour. Donc en fait, ils se tapent l'Atlantique Nord au mois de janvier, février, voilà, l'Atlantique Nord en janvier, février, donc c'est des vraies naves un peu engagées. Et voilà, sur le premier, ça a bien fonctionné. Sur le deuxième, là, il est beaucoup plus gros, on passe sur les bateaux à 52 mètres, et les prochains, là, vont sortir ces bateaux à 80 mètres. Pour donner un ordre d'idée, là, on a refabriqué un tourmentin juste avant qu'il parte, c'est un tourmentin de 65 mètres carrés, qu'ils ont porté jusqu'à 91 nœuds. Donc 91 nœuds réels auprès, à essayer de ne pas trop reculer. Voilà. Donc c'est des charges un peu différentes, des calculs un peu différents. C'est vrai que les armateurs, moi quand j'ai eu en discussion avec les armateurs, j'étais assez détendu sur le sujet perf, en disant attendez les gars, vous faites du transport à la voile, si vous voulez aller vite, vous prenez l'avion, si vous ne faites pas cher, vous prenez un cargo. Je finis juste sur les données que j'avais prises. Tu parlais de grain de sel 2, ouais, 52 mètres. J'ai noté juste les équivalents palettes de chargement. Voilà. Le 2, c'est 300 palettes européennes, pour donner une idée. Et à peu près 1500 mètres carrés, ça fait beaucoup de tissu. Beaucoup de tissu. Après, ils mettent aussi des jours de traversée. Alors, c'est souvent Europe, Antilles ou États-Unis. 16-18 jours. Le tote, qui sera peut-être le grade du grain de sel, qui fait 70 mètres. 1000 palettes, donc 3 fois plus, 2200 mètres carrés de voile, 13 jours, donc aussi il y a une notion de rapidité. Quand tu parlais de sac, de voile qui fait durable, on parle de perf, quoi. Et donc on parle aussi de propulser le bateau dans le bon sens. Donc c'est passionnant, vraiment. En fait, c'est passionnant de savoir que dans l'assemblée ici, là, il n'y a pas que toi qui consultais en fait pour ces voiles. Et donc voilà, c'est vraiment à taille humaine, quoi. Vela qui est du coup un trimaran potentiel qui n'existe pas encore, 65 mètres, 560 palettes européennes, 1300 mètres carrés de voile, traversée inférieure à 15 jours. Donc c'est des contraintes, c'est marrant en fait de se dire que voilà, la perf en fait filamentaire, comme je disais, ça prendra sûrement la relève d'un matériau très haut de gamme et très haute durabilité dans les années à venir en le combinant avec ce qu'on sait faire en tissé, en laminé. Donc mine de rien, cette perf ultime qui est traverser l'Atlantique pour toi bientôt pour faire la deuxième étape et gagner bien sûr, c'est dans le contrat. Ce serait transposé avec ce qu'on sait déjà faire depuis 1992 ou avant. Et ça, c'est assez passionnant. Je pense, je sais pas si on peut, en tout cas, terminer là-dessus pour le blabla. Il y a quand même le micro qui est libre si vous voulez réagir sur quelque chose dans l'assemblée, ici, dans la brochette. Et sinon, pour ceux qui ont encore un peu de temps et qui sont encore intéressés, on peut faire passer le micro. Vous pouvez lever la main. Ok. En fait, nous, moi sur le projet Ravière, comme Hervé, on cherche la performance max, mais c'est pas notre critère. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est des voiles qui durent quand même. C'est-à-dire que Jérôme, quand on en discute, c'est juste, surtout dans les airs d'aujourd'hui, c'est hors de question d'avoir un jeu de voile pour faire une transat, quoi. On dit pas à la fin de la transat, la balance, quoi. Ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est plus dans l'actualité. Puis, d'abord, moi, je n'ai pas les moyens financiers de faire ça, et c'est hors de question. Donc, en fait, on sait que on veut au maximum de performance, mais ce qu'on voudrait, c'est garder minimum 3 ans pour faire la performance, et après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en sert pour des convoyages ou pour des entraînements. Mais ce qui est sûr, c'est que des voiles jetables, ça n'existe pas, quoi. Donc c'est parce que souvent, dès qu'on est un peu course, on a peut-être tendance à dire qu'on va faire un petit peu de jetable. En fait, c'est complètement faux, quoi. Nos voiles, on essaie de les garder au maximum. On essaie de discuter avec justement la voilerie pour que est-ce que la révision, il faut les faire, est-ce que c'est bien renforcé, etc. Nous, après la transat, on discute sur des zones de renfort parce que des fois, il y a ce qu'on appelle du ragage, c'est-à-dire que ça frotte à des endroits. Et ça, le tissu il est pour rien, donc il faut mettre des protections. Il faut que les protections soient bonnes, soient au bon endroit. Il faut que nous, celui qui navigue, ne pas trop exagérer, parce que des fois, bon ou pas bon, des fois on fait des bêtises, ça fait partie du jeu, surtout en solitaire. Et donc aujourd'hui, vraiment, il ne faut pas attribuer en tout cas la course à du consommable, parce que ça, c'est absolument pas vrai, quoi. Merci. Attention, le filamentaire, j'ai 2 choses à dire par rapport aux palettes.
Donc lui, c'est l'équivalent de 0,001 palette pour avoir emmené sa planche de surf, enfin, l'intention d'emmener sa planche de surf de l'Atlantique. C'est quoi le... Bah, j'ai pas noté des jours, c'est quoi ta target de traversée de temps? Ok, bah t'es dans les temps du Tote. Tu pourrais faire la course avec le Tote. Ce serait marrant. Et puis Hervé, qu'est-ce que je voulais dire pour toi? Ah oui, spécial dédicace, Hervé a donc fait la Cap Martinique. Hervé est donc arrivé au bout. Tu dis, ouais, faut pas aller au bon endroit. Et il est revenu avec son bateau. Parce que les sont pas dans un sens. Il est revenu à la voile, quoi. Je dis pas que tu dois le faire, je te jette pas la pierre, bien sûr. Mais ouais. C'est quand même cool sur le principe, quoi. Ouais. Le but, c'est de conserver nos voiles le plus longtemps possible performantes pour pouvoir faire le nouveau jeu de voile le plus tard possible avant la prochaine course. Donc il faut vraiment que les voiles soient performantes le plus longtemps possible et avec la meilleure forme qui soit. Donc là c'est ce qu'il y a de bien sur le nouveau tissu, là sur le Tira, c'est qu'on a vraiment on associe les deux, on a vraiment une forme idéale vraiment dans le temps. Et puis on n'avait rien à faire dessus, quoi. Moi j'ai rien à faire dessus. C'est vraiment ce compromis-là. Et je me demande même si là, pour la croisière, après il y a le côté finance, mais je vois très bien sur un programme croisière hauturière prendre le même matériau que nous on utilisait en course. Pourquoi pas? Enfin, je vois pas pourquoi. Après il y a un problème de budget, mais il serait complètement adaptable à mon avis en croisière. Vraiment. Ouais, carrément, si on arrive à le protéger, garder un cœur filamentaire, c'est l'objectif des prochaines années. Où est la caméra? Donc François Gabard, que je connais un petit peu, qui mène le projet Vela, qui donc est un trimaran inspiré des maxi trimarans de course, aura probablement besoin d'un tel matériau. Donc avec un cœur filamentaire qui arrivera prochainement sur le marché pour ces 1300 mètres carrés de voile. Voilà, le message est passé. Ouais, je voulais rebondir un petit peu sur la durabilité aussi des voiles. C'est aussi par rapport au grammage, parce que hier on en avait tous un peu parlé, où on avait quand même un peu surgrammé nos projets de chaque voilerie, avec les finitions bien sûr de chaque voilerie qui fait que les voiles vont durer aussi dans le temps, parce qu'il n'y a pas que le tissu, il y a aussi le voilier qui met sa petite patte quand même dans l'assemblage, dans les renforts, dans les finitions. Mais voilà, une voile légère, on sous-gramme, va forcément moins durer dans le temps, va être peut-être sur une journée de navigation performante, mais après on perd en performance parce que du coup on a sous-grammé la voile. Ouais, les cargos sur des solutions, la solution c'est des plus gros et aussi plus de couches. Double, triple, pli, ouais, c'est des notions qui sont à investiguer. Mot-clé pour moi c'est durabilité dans le temps, performance, quand même une bande de potes, c'est-à-dire que même si les gens se connaissaient de longue date ou juste on fait des devis et puis on matchait, puis ça s'est vu, enfin franchement c'est ce qui ressort et c'est vous qui le disiez hier, c'est cette relation de confiance mais qui peut se créer en une poignée de main. C'est important, j'ai l'impression, même pour équiper des gros cargos, il faut se mettre autour d'une table, il faut que ça matche. Donc ouais, c'était cool, merci pour l'expérience. Micro, on est content d'être là, on a envie de rentrer, tout ça. Merci, alors j'ai envie d'applaudir, mais j'ai le micro, bravo. Bah merde à Alex pour la deuxième étape, merde aux autres pour vendre leur bateau, merde aux autres pour essayer de faire des voiles de cargo, bon courage, nous on sera là pour vous, et puis merde pour les aventures de Brieux, meilleur caméraman du monde, scénario digne d'un film hollywoodien, des scénarios catastrophes, et je rachète un bateau, je passe au monocoque pour faire des charters dans les glaces, enfin bon c'est pas fini, restez stay tuned quoi avec Brieux. Faites attention à vos femmes et
Et sinon, messieurs, bon courage pour la suite. Si vous n'arrivez pas à vendre votre bateau, j'espère qu'il y aura des preneurs. Hervé, dans mon cœur, il est fraîchement retraité, donc on a bien collaboré en tant que pote, en tant que relation professionnelle. On a fait la mini transat ensemble, c'est beau. Donc good luck, my friend. Valdo, tu sais ce que je pense de toi. On n'a pas fini d'en causer. Merci pour vous, là vous êtes tous restés quasiment, c'est cool. Merci Georges pour avoir transmis tout ce que je sais. Jean-Yves, bravo. Mais j'ai cru comprendre que toi, au début, sur les bateaux de course, on aimait bien avoir, notamment en mini, des grandes cornes avec des voiles qui faisaient quasiment un rectangle pour avoir le plus de toiles. Et il semblerait que, franchement, c'est pas vraiment une super idée, quoi. Donc effectivement, les voiliers aussi s'adaptent en disant c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, faut un compromis pour que ce soit moins débile. Donc je crois que ça va dans le bon sens, si ça te rassure. Voilà. Merci.